Regardez votre programme avec le spécialiste des pompes à chaleur, de la climatisation et de l'énergie solaire, Écosolutions. Écosolutions à Périgny, un spécialiste pour vos économies d'énergie. Bonjour et merci d'être avec nous pour ce nouveau MAG, le premier MAG de l'année 2023. Alors tout d'abord, bien évidemment, bonne année 2023, bonne santé surtout, et il va vous en falloir parce que je pense que 2023 va être coton, comme on dit, un peu comme en 2022. Pour m'accompagner dans cette première émission de l'année, Yannick Picard, bonjour. Bonjour, meilleurs vœux. Bonne année. Oui, meilleurs vœux Ludovic, meilleurs vœux à tous nos téléspectateurs. Exactement. Pour débuter cette année, nous devions d'inviter, forcément, le patron du chef-lieu de la Charente-Maritime, Jean-François Fountaine, maire de la ville de La Rochelle et président de l'agglomération rochelaise, ce qui n'est pas rien. Bonjour à tous, et puis bien sûr, bonne année à ceux que je n'ai pas encore rencontrés. Meilleurs vœux. Meilleurs vœux. Merci d'avoir déjà accepté notre invitation. Alors forcément, on ne peut pas commencer cette émission sans parler un petit peu d'actualité. Et l'actualité, ce sont les retraites. Très rapidement, parce que ça ne touche pas forcément la ville, même si vous avez quand même des agents au sein de la ville et à l'agglo qui forcément vont être impactés par cette réforme. Cette réforme, en tous les cas cette proposition, vous la trouvez comment ? Est-ce que vous dites c'est bon, ça va dans le bon sens, ou oh là là, terrain miné ? Oui, c'est un terrain miné, il ne faut pas tourner autour du pot. Deux choses. Je crois que le statu quo n'est pas gérable dans l'avenir. Et donc je pense que de toucher faire une réforme des retraites me paraît indispensable. Parce qu'on n'a pas le droit de tout faire reporter sur la jeunesse plus tard. Parce qu'endetter notre pays, on l'a déjà fait. Et donc on a le devoir de préparer des retraites à un niveau décent. Parce que ce que l'on ne dit pas, c'est qu'il y a une autre solution que l'allongement. C'est de baisser le niveau des retraites. Et ça, c'est inacceptable. On voit bien qu'il y a un vrai enjeu sur un niveau de retraite décent. Le deuxième volet, et là peut-être je pense que le gouvernement doit faire des gros efforts dans ce domaine-là, c'est les carrières longues. C'est notamment celles et ceux qui ont travaillé jeunes, tôt, et qui sont souvent dans des métiers, je dirais, les plus fatigants. Ceux qui ont travaillé métiers du bâtiment, les métiers qui nécessitent de la logistique. Et tous ces métiers-là, à partir du moment où des gens ont travaillé tôt, ils doivent pouvoir s'arrêter tôt également. Et je pense que la durée du travail est un élément important, et peut-être que nous ne prenons pas assez en considération cela. Pour quelqu'un qui a fait des études universitaires, des études d'école d'ingénieur, qui va commencer à travailler à 25 ans, c'est souvent des métiers plus intellectuels, ce qui ne veut pas dire moins fatigant, mais de manière de nature différente. Quelqu'un qui est usé dans son corps, qui est usé physiquement, que ce soit un homme ou une femme. Je le vois notamment dans les EHPAD. On voit des gens qui travaillent et qui sont fatigués. Prendre quelqu'un dans les bras, tout ça, ça peut être épuisant. Je pense que, véritablement, tout ce qui est pénibilité... Alors, c'est des dossiers complexes, parce qu'évidemment, dans les négociations, chacun veut dire que son métier est fatigant, éreintant. Mais je pense quand même que la contrainte physique, ça se mesure, ça se voit. Et donc, je pense qu'il faut mieux prendre en considération les carrières longues de celles et ceux qui font des métiers manuels, des métiers physiquement exigeants, parce que c'est vrai qu'on n'a pas la même retraite si on est en pleine forme, si on peut courir, si on peut sauter, si on peut profiter de la vie, que si on est usé physiquement, qu'on a des difficultés pour se mouvoir. Dans les deux collectivités que vous dirigez, Jean-François Fountaine, je parle de la mairie de La Rochelle et de la CDA, peut-être que vous allez pouvoir nous dire combien d'agents cela représente. Est-ce que ça frémit ? Est-ce qu'on vient vous en parler ? Comment ça se passe ? Très clairement, les représentants syndicaux sont remontés. Certains vont participer aux différents mouvements. Je pense que c'est celui du 19. Maintenant, j'ai été amené à faire des réformes. Vous savez, rappelez-vous, quand j'ai remis en place ces 35 heures, il y a eu des turbulences. Aujourd'hui, c'est complètement derrière nous. Les agents font un travail formidable. C'est apaisé aujourd'hui ? Oui, complètement. Les agents de la ville et de l'agglomération font un travail formidable. On a des problèmes de recrutement, parce que vous savez que la fonction publique territoriale ne rémunère pas à des niveaux très élevés, et que la remontée du point d'indice, par exemple, qui a eu, est peut-être un peu juste quand on voit le niveau de l'inflation. Donc on a des problèmes d'attractivité, mais nous ne fixons pas les salaires, puisque ce sont des salaires qui sont normés au plan national, avec notamment la référence du point d'indice. Et puis, on a aujourd'hui tout ce qui était conflits sociaux pour nous et derrière nous. Là, on est sur des natures de conflits nationaux complètement différents. Est-ce que vous craignez un petit peu la manifestation du 19 Non, on craint
pas une manifestation. Après, on mesure son ampleur. Non, ce qu'il faudrait éviter, et ce qui est parfois un aveu de faiblesse, c'est des mouvements de blocage. Blocage des dépôts pétroliers, de la Palice, blocage, coupure, voilà. Ça, c'est des choses qui sont pas saines, parce que ça veut dire prendre en otage une population. Et d'une certaine manière, quand on arrive là, ça montre, je dirais, une faiblesse de la revendication, quand on est à ce niveau-là. Par contre, oui, qu'il y ait des manifestations importantes, ça me surprendrait pas, et on n'a pas à le craindre. Ça fait partie aussi du jeu social. Vous craignez un retour des Gilets jaunes dans votre ville, Jean-François Fontaine ? J'en sais rien. Je vous avoue que c'est pas le mouvement. Quand on voit ce que sont devenus les leaders des Gilets jaunes, qui sont devenus parfois dans des mouvements complotistes, et tout ça, c'est pas un mouvement qui m'a attiré, parce que c'est un mouvement qui portait des contradictions très fortes, de dire à la fois on veut pas payer des charges, mais on veut des aides de différentes natures. Donc ce mouvement, il était né notamment sur les questions de prix du carburant. Voilà, mais maintenant, il faut admettre aussi qu'on est dans une société qui évolue, qu'il faut aller vers des modifications de comportement. Et par exemple, on va faire des grosses réformes sur le transport public. Et de dire qu'il faut baisser le prix des carburants, oui, le gouvernement l'a fait récemment. Mais c'est la vraie solution, elle est plutôt dans le développement des mobilités douces, de concevoir des territoires où, entre le lieu de travail et le lieu de vie, on n'ait pas trop de distance à faire. Ça, c'est un des grands enjeux. Des sujets qu'on va aborder au cours de cette Absolument. émission, de toute façon. Alors justement, abordons le plan zéro carbone, ce qui est quelque chose d'assez important pour la ville et l'agglomération de La Rochelle. Nous, on se pose souvent la question de savoir comment on peut être zéro carbone avec un port de commerce tel que l'on a aujourd'hui, un port de pêche aussi et un aéroport. Comment on peut conjuguer l'envie d'être en neutralité carbone ou en zéro carbone et ces points d'activité qui sont énormes sur la ville de La Rochelle. Et aussi un peu d'industrie, on peut penser à Alstom, à Etré. Aussi. Oui, bon. Comment on fait Oui, il n'y a pas que Alstom, il y a de nombreuses entreprises, j'en connais certaines. Donc, effectivement. Alors, il faut bien voir que cette démarche territoire zéro carbone, c'est l'agrégation de nombreuses politiques qui ont été engagées bien avant mon arrivée. La volonté de La Rochelle d'aller sur les mobilités douces, la volonté d'aller vers une politique de modération, de frugalité. C'est des choses qui étaient déjà engagées. En fait, zéro carbone, ça nous a permis de remettre en perspective un ensemble de politiques qui étaient menées ici ou là pour leur donner une cohérence globale et puis un cap. Et d'ailleurs, quand les propos que vous tenez sont intéressants, parce que parfois la population nous critique, c'est normal, en disant attendez, ce que vous faites là, c'est pas vraiment zéro carbone. Ça veut donc dire que ça devient une référence. C'est extrêmement intéressant. Alors le port, Grand Port Maritime, fait partie des acteurs depuis le début. Et transporter des marchandises par cargo est beaucoup moins émetteur de carbone que les transporter par des centaines de camions. Bon. Par ailleurs, c'est pas un secret, mais on l'a pas beaucoup médiatisé. Amazon a souhaité s'installer à La Rochelle, sur le Grand Port Maritime, sur des terrains appartenant au Grand Port. On a beaucoup échangé avec le directeur du Grand Port. Gérard Blanchard nous a expertisé le dossier. Et il est arrivé à la conclusion qu'Amazon n'utilisait pas la logistique du port, que d'une certaine manière, on allait se transformer en grande plateforme logistique. Et main dans la main avec le port, on a dit non. On n'a pas envie d'une installation d'Amazon à La Rochelle. Et pourtant, ça aurait été bon pour l'emploi. Oui, mais alors, on y viendra. Mais l'emploi à La Rochelle, l'enjeu pour nous aujourd'hui n'est pas tellement de créer de l'emploi, parce qu'il s'en crée énormément, et on a des annonces qui ont été faites et d'autres qui vont venir sur l'emploi. C'est plutôt l'adéquation entre ceux qui sont encore au chômage, pour lesquels on a la plus grande attention, et les offres d'emploi des entreprises. Donc on peut se passer d'Amazon. Voilà. Sur le Grand Port, il y a la situation des paquebots de croisière qui a été évoquée. Alors effectivement, la consommation de carbone d'un quelqu'un qui navigue sur un paquebot de croisière est un vrai sujet. Donc on va travailler, c'est le Grand Port qui mène le cap, vers une modération, là aussi, un ralentissement. On n'est pas un grand port en croisière, 30, 40 escales par an. Marseille, c'est 300 ou 400. Et puis par rapport, le port est externalisé par rapport à la ville. On n'a pas des remontées de vapeur dans la population. Bon. Il n'empêche que c'est un sujet sur lequel on travaille. Mais notre vision des choses, c'est pas tout ou rien. On peut pas faire une société qui s'arrête brutalement. Allez raconter à Saint-Nazaire qu'on veut arrêter les paquebots de croisière, là où il y a 14 000 personnes qui travaillent sur ces bateaux-là. Donc, ce sont des mutations qui se feront dans une certaine durée et qui se feront à l'échelle internationale en ce qui concerne les ports. Sur l'aéroport, il est très clair que nous n'allons pas pousser des liaisons de courte distance. La liaison de Lyon va pas très bien, il n'y a pas beaucoup de passagers. Celle de Paris est arrêtée. Par contre, pour aller en Irlande ou en Grande-Bretagne, l'avion reste le meilleur moyen. Sinon, c'est la route, c'est le ferry. Je vous reprends sur la liaison avec Lyon. Thomas Juin est très sensible à conserver cette liaison
pour les chefs d'entreprise justement de la CDA? Je le sais, mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on finance un déficit énorme. Je sais qu'il est motivé, mais simplement, les patrons de l'aéroport, c'est le syndicat mixte. Donc la vision, on partage avec le département, on est en train de regarder. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où une ligne génère un lourd déficit, très lourd déficit, parce qu'en plus, la compagnie qui l'exploite aujourd'hui nous dit qu'elle ne peut pas joindre les deux bouts. Donc on va voir. Mais moi, je ne dis pas qu'on le joindra. J'ai porté ce discours de dire il fallait sauver à tout prix cette ligne. Aujourd'hui, très honnêtement, sur le secteur emploi, cette ligne intéresse les entreprises dont le siège est en Allemagne. J'en connais deux, la CEMAT, le groupe Zollner, et puis Zeiss, à Périgny. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, ces entreprises ne puissent pas vivre sans cette relation. L'autre solution, c'est de prendre le TGV, d'aller à Paris, et de recontinuer par un autre TGV qui aille vers l'Est de la France. On va vite à Strasbourg en train aujourd'hui. Donc, ce ne sera pas l'avion à tout prix. Oui, il y a des lignes qu'il faut continuer à avoir. On est une plateforme intermédiaire. Puis l'enjeu du déficit est quand même lourd. On est dans des périodes où les comptes publics, ils sont avec la hausse des coûts énergétiques et tout, sont plus difficiles qu'avant. Donc on se pose la question de quel est le montant maximum qu'on peut accorder à notre aéroport. On peut aller, quoi, c'est ça. Quant au port de pêche, attention, on n'est pas sur des grands chalutiers qui quittent La Rochelle. Le bilan carbone de la pêche de proximité des côtiers était plutôt favorable. Et il vaut mieux un poisson pêché dans les eaux de La Rochelle, du Pertuis breton ou du Pertuis d'Antioche, que du poisson qui nous arrive par avion cargo du Chili. Alors la question, c'était pas tant sur les chalutiers, les petits, etc., nos amis pêcheurs. C'est sur le transport en fait routier qui vient acheminer. Mais si vous voulez, c'est vrai que La Rochelle a une situation particulière. Les producteurs sont plutôt au nord, les Bretons, et puis les consommateurs sont beaucoup au sud, les Espagnols. Et donc on est une grosse plateforme. Pour le moment, c'est le camion qui est utilisé. Si on arrive à améliorer la ligne ferroviaire Nantes-La Rochelle et l'ancienne Nantes-Quimper, je pense qu'on peut... Rappelez-vous, à La Rochelle, rappelez-vous, c'était il y a très longtemps, c'était le train du poisson qui partait tous les soirs pour aller à Paris, livrer Rungis à l'époque. Donc aujourd'hui, le bilan carbone de la pêche de proximité, culture marine, huîtres, moules, nous sommes ici à Maran, donc on est près des pays de la moule, et poissons de proximité, plutôt un bon bilan. En rapport avec ce territoire zéro carbone, il y a le plan climat air énergie territorial. Votre vice-président Gérard Blanchard va animer tout à l'heure un débat là-dessus. Il est question de 20 à 25 éoliennes et de 4 méthaniseurs. On les met où? Alors très concrètement, les 4 méthaniseurs sont programmés dans notre plan, un à l'est. Je pense au dossier de Sainte-Soule, sur la ville-centre, et là je pense au grand port maritime, en additionnant les déchets, parce que demain on va être obligé de trier nos biodéchets. Et donc nos biodéchets plus les résidus de céréales doivent pouvoir alimenter un méthaniseur. Au nord et au sud, le positionnement n'est pas fixé, probablement dans les zones industrielles, évidemment. Il faut bien voir qu'un méthaniseur aujourd'hui n'émet aucune odeur. Il y a une inquiétude dans la population qu'il ne faut pas cacher. J'ai été voir le gros méthaniseur de Surgères. Vous pouvez être à 20 mètres du méthaniseur, il n'y a pas la moindre odeur. Donc le travail de Gérard Blanchard, c'est de la pédagogie, là. Complètement. Sur l'éolien, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué parce qu'il y a un rejet d'un certain nombre de populations. Pas de tous. Vous avez dans l'ONIS des maires qui sont plutôt favorables. Je peux citer Croix-Chapeau, je peux citer Saint-Vivien. Ce que les gens veulent pas, c'est un excès. Et en pays d'ONIS, nous sommes ici à Maran, il y en a beaucoup. Et d'ailleurs, le projet du territoire d'ONIS Atlantique, là où nous sommes, porte pas mal d'éoliennes. Mais la grande différence, c'est que ce que porte Gérard, et il le porte avec compétence et détermination, c'est de dire qu'il faut qu'il y ait un impact réel sur la population locale. On ne peut pas leur dire, vous allez simplement avoir le paysage avec une éolienne. Nous voulons être actionnaires de ces éoliennes. D'ailleurs, ce qui s'est fait... Ce qui s'est Andilly. Absolument. On se rapproche beaucoup de ce qu'a fait Andilly, parce qu'on a vu que c'était un facteur d'acceptabilité, pardon. Facteur d'acceptabilité très important. Et donc, nous créons, dans les jours à venir, une société d'économie mixte énergétique pour être en nous-mêmes acteurs, avec bien sûr la Banque des Territoires, avec un grand nombre d'acteurs, pour dire à la population, oui, on en a besoin dans ce PCAET. Sinon, Gérard nous dit, il ne tient pas la route. Il nous faut produire des énergies renouvelables. On ne peut pas compter simplement que sur les éoliennes offshore. Il faut qu'on en produise nous-mêmes. Il faut qu'on aille sur le photovoltaïque. Mais ça, c'est plus acceptable. Il y a des projets de fermes solaires ou pas du tout?
Ferme, non. Mais de plus de photovoltaïque, sur les toits des bâtiments. Oui. Alors d'abord, la loi va dans le sens de ce qu'on souhaite faire, c'est-à-dire les parkings. Très concrètement, cet après-midi, j'anime une réunion avec Monsieur le Préfet sur peut-on mettre des ombrières photovoltaïques sur les grands parkings du port de Plaisance. Bon, là, on a des grandes surfaces. Pour moi, la réponse est oui. Mais comme on est dans le périmètre des tours, il nous faut l'avis. Et donc, on va apporter des mesures, proposer des mesures pour pouvoir mettre des ombrières sur ces grands parkings. Ensuite, on a les grands parkings des supermarchés. Beaulieu, alors celui-là est public, donc on peut le décider nous-mêmes. Par contre, le grand parking de Angoulins appartient à Carrefour. Donc, on va discuter avec Carrefour sur là. Oui, il faut produire du photovoltaïque là où on a déjà des zones imperméabilisées. Sur les bâtiments municipaux et de la compliqué, l'hôtel de ville, par exemple, impossible. Voilà. Après, il faut que les structures des bâtiments les prévues. On a beaucoup de gymnases et souvent les structures sont un peu légères. Donc oui, on va faire un effort sur le photovoltaïque qui est plus accepté. Par contre, je dirais des parcs géants en espace agricole, beaucoup plus compliqué à rendre acceptable. Puis ça pose des questions aussi sur la production agricole. Donc on va surtout aller plus sur des territoires. Et puis d'avoir une société pour porter nos propres projets. La même société dont vous parliez avant. Oui, absolument. Une société d'économie mixte à vocation énergétique. Parlons du transport à La Rochelle. Les parkings relais, ça fonctionne bien. Les gens les utilisent. On a toujours l'impression qu'il y a toujours autant de voitures. C'est inégal. C'est inégal. Donc, quand j'arrive de l'est de la N11, on voit bien que le parking relais sur la zone de Beaulieu, en fait, celui qui est le plus utilisé, c'est pas le parking officiel, qui est pas très utilisé, qui est à l'arrivée. C'est plutôt le grand parking du supermarché qui devient un parking relais important parce qu'il y a la ligne 4 illico qui arrive. Donc, au nord, les greffières marchent plutôt correctement. Il nous reste à ouvrir le nouveau parking relais qui se situe à côté de la salle Georges Brassens à Étré, sur la nouvelle route Simone Veil, où là, on doit pouvoir stopper les voitures un peu plus tôt et avoir une offre de transport qui n'existe pas encore à cet endroit-là. Donc ma réponse, elle est améliorée. Aujourd'hui, la situation n'est pas totalement satisfaisante. Pas de création de nouveaux parkings en périphérie. Si, celui-ci. Celui-ci, qu'on peut appeler Georges Brassens, qui est à côté de la salle Georges Brassens à Étré. D'accord. Oui, on remarque, on va parler des transports en commun, vous l'évoquiez tout à l'heure, il y a quand même beaucoup de bus qui tournent à vide, c'est non, hors des heures de pointe. Alors, non, on a des chiffres là-dessus, puisqu'on a la contribution des usagers. Et on a aujourd'hui une forte contribution des usagers. Le transport en bus a perdu beaucoup de passagers du fait du Covid. Parce qu'évidemment, ils sont tous entassés dans la bus. Tout. Maintenant qu'on sort doucement du Covid, le public revient. La recette que nous faisons de bus aujourd'hui est de l'ordre de 6 millions d'euros. Donc voilà. Une comparaison avec les années. C'est plus que la moyenne des COVID, autres. Il est très clair que les lignes hélico ont un très gros succès. C'est là que nous transportons un maximum d'habitants. On est dans des zones denses. Voilà. Là où c'est plus délicat, c'est dès qu'on est sur des périmètres et plus extérieurs. Aller à Vérine, aller à Sainte-Soline. On parle quoi, deuxième, troisième couronne? Plutôt troisième couronne. Pour deux raisons. L'offre n'est pas considérable, d'une part, et deuxième chose, le temps de trajet est important. Et donc, 3 quarts d'heure, par exemple, si vous voulez faire un Sainte-Soule, le cœur de ville de La Rochelle. Donc là, on doit travailler avec une double vision. Je crois beaucoup à la montée en puissance du TER. Parce que quand vous montez dans le TER à la Jarry, quelques minutes pour se retrouver à la gare de La Rochelle. La même chose à Châtel. Donc il nous faut améliorer le cadencement de TER sur la ligne Est, celle qui fait Surgères, Croix-Chapeau, la Jarry, La Rochelle. Là, l'offre n'est pas du tout satisfaisante. Donc un petit TER avec un arrêt marrant. Alors ça, on va y venir. L'offre sur Châtelaillon-La Rochelle est pas mauvaise. On pourra en mettre plus aux heures de pointe, ils sont remplis. Sur la Jarry, enfin toute la ligne, Surgères, Croix-Chapeau, là c'est le tout exactement la gare. Et là, l'offre n'est pas du tout satisfaisante. Sur le nord, nous allons engager avec la SNCF et l'État la mise à 2 fois 2 voies de la voie SNCF La Rochelle-Nantes, qui est très importante. Derrière ça, c'est l'ouverture des gares TER, marrant, oui. Les gares intermédiaires, il faudra qu'on choisisse entre Dompierre et Périgny, parce qu'on ne peut pas arrêter les TER. Et puis ensuite, La Rochelle. Donc là, il y a une amélioration de l'offre. Donc vous misez sur les bus, oui. Nous arrivons en 2025 au terme du contrat qui est en cours, parce que la deuxième et troisième couronne sont desservies par Transdev. Nous relançons
cette ligne, enfin cet appel d'offres, parce que le contrat arrive à échéance, avec une offre qui va être meilleure. Oui, il n'y a pas beaucoup de monde dans certaines lignes. Il faut travailler notamment sur les heures de pointe, notamment les transports scolaires, là où il y a vraiment une demande. On se met en conformité avec la loi qui exige que les transports scolaires plus lointains exigent que les passagers soient assis et pas debout. Ça veut dire des cars et pas des bus. Ça veut dire un peu plus coûteux. Donc oui, on va faire un gros effort sur le transport public et en invitant les gens à monter plus dedans, avec une offre complémentaire en TER qu'on doit renforcer. D'accord. Où en est-on du développement des bus électriques ou peut-être avec d'autres sources d'énergie comme l'hydrogène? Alors, attention, l'hydrogène n'est pas une source d'énergie. L'hydrogène est un moyen de stockage et après on transforme le bus, l'hydrogène, en électricité à travers une pile à combustible. Donc ça reste des bus électriques. On s'est planté avec un constructeur qui, malheureusement, Alstom, on peut le dire, a fait une marque qui s'appelle Aptis. Aptis, on y croyait beaucoup, comme Grenoble, comme Toulon, comme Strasbourg, comme la RATP. Une centaine de bus Aptis ont été commandés, nous on en avait pris 4. Les bus fonctionnent correctement, même s'il y avait tous les défauts de, comme on dit familièrement, on essuyait les plates. Vous essuyez les plates, bien sûr. Oui. Mais ces bus à 4 roues orientables permettent de faire des créneaux en ville. Ils permettent aussi de tourner sur des ronds-points mieux. Bus ultra modernes. Malheureusement, Alstom a considéré qu'ils perdaient de l'argent et ils ont décidé de stopper la production. Et ils ne feront plus de bus Aptis. Alors ça n'a pas de condition. Est-ce que ça veut dire que derrière, il n'y a plus de maintenance de ces bus? Alors, ils ont assuré avec de la maintenance, mais on va arrêter complètement. Et aujourd'hui, nos équipes ont lancé depuis plusieurs mois un nouvel appel d'offres. Il nous faut un nouveau producteur. Comme on a un appel d'offres, je ne peux pas vous dire de plus, puisque c'est la commission qui tranchera. Mais oui, on va avoir un nouveau producteur et on passera tout en électrique. Tout en électrique. Ah, tout en électrique? Oui, parce que il y avait le gaz qui était aussi une solution. Mais l'envolée du prix du gaz est telle que, par ailleurs, on me dit que nous sommes les derniers clients de la station de gaz. Si jamais, par malheur, elle fermait, on ne pourrait plus alimenter. Donc le gaz n'est plus une solution. C'est, pour des courtes distances, l'électrique. Pour des moyennes longues distances, peut-être un mixte hydrogène et électrique. Mais oui, le mouvement est parti. Vous verrez dans l'année 2023 une nouvelle génération de bus électriques après l'épisode Aptis. Tout électrique, vous êtes donné une échéance? Ça ne sera pas dans ce mandat tout électrique, ce sera une échéance que je qualifierais d'une dizaine d'années. Mais en tout cas, l'échéance La Rochelle, territoire zéro carbone, c'est clair. Les bornes électriques, on enchaîne tout de suite. Déficit de bornes électriques. Oui, fort déficit. Fort déficit. Comment vous faites pour... Alors, deux volets. D'abord, les bornes qui existaient, on les rénove parce qu'elles étaient à des formats de voitures qui étaient des formats des vieilles voitures électriques et non pas des voitures modernes. Je ne citerai pas les marques, mais elles étaient un peu obsolètes. Donc ça, c'est en cours. Et puis, un appel à candidature. Nous avons lancé une étude à l'échelle de toute l'agglomération sur le besoin. Et ensuite, appel à candidature de qui veut opérer les bornes d'électrique. En fait, c'est pas simple de facturer de l'électricité pour du chargement, c'est peut-être du stationnement qui sera facturé sur des zones particulières. On regarde les bonnes et les mauvaises expériences, mais c'est un des gros chantiers sur la table. On est en retard, très clairement, sur les bornes de recharge. Là aussi, c'est dans l'échéance complètement. Zéro carbone. Ah oui, mais même dans le mandat. Dans le mandat. Oui. Dans le mandat, dans les 3 ans qui viennent, on aura renforcé. On a quand même vu certaines bornes qui s'installaient. Oui, mais c'est pas suffisant. On n'est pas au niveau de l'usage électrique. Toujours dans ce territoire zéro carbone, le projet de zone à faible émission, ZFE, où est-ce que l'on en est sur ce projet? Alors ça ne concerne pas que la ville de La Rochelle, ça concerne l'agglo, puisqu'il faut un certain volume de population, je crois. Oui, absolument. Ce n'est pas obligatoire pour nous, compte tenu des lois actuelles, on est légèrement en dessous. Et puis par ailleurs... Mais votre population va augmenter. Oui, mais je n'y suis pas trop favorable. Pourquoi? C'est une forte pénalisation pour les gens qui habitent les communes autour de La Rochelle, qui ont des revenus moyens et qui ne peuvent pas s'acheter la voiture ultramoderne. Donc allons-y mollo, je pense que ce n'est pas la bonne méthode. Moi, je suis plutôt pour des solutions positives que des interdictions. La solution positive, c'est de continuer à développer les vélos électriques, à la fois par des subventions que nous donnons à ceux qui en achètent. Ça continue toujours, ces subventions de l'agglo? Elles sont à hauteur de combien? J'ai plus le chiffre en tête. Je crois que c'est 200 €. Oui, mais c'est une subvention significative qui est sous condition de ressources. Et donc, ça permet les pistes cyclables sécurisées. On a eu l'autre jour encore un accident. Heureusement, pas dramatique, mais en tout cas, il faut sécuriser la pratique du vélo. Première couronne, ville-centre, il faut considérer que le vélo est une des bonnes solutions. Après, vous avez les personnes âgées. Après, vous avez des femmes qui ne peuvent pas toutes acheter des vélos cargo. Donc, il faut à la fois un mixte transport public et vélo.
Sur les communes plus lointaines, le bus et le TER sont pour moi la bonne solution. Je ne suis pas trop favorable à des interdictions brutales qui, d'une certaine manière, excluent les populations qui ne peuvent pas forcément acheter une voiture. Donc pour Jean-François Fontaine, pas de Je ne pas de préconise ZFE. pas d'aller trop vite sur les ZFE. Je préconise de continuer à améliorer l'offre de pistes cyclables, d'améliorer l'offre de transport public, TER et bus, bien évidemment. Je pense que le TER a une grosse capacité à monter en puissance. Et puis, dans les secteurs plus urbains, la marche à pied. Et puis également un gros enjeu sur notre PLUI et sur le positionnement de nos gros équipements. On va prendre l'exemple de l'hôpital. 4500 salariés. C'est considérable, c'est le premier employeur du territoire. Oui. 2 solutions. On fait comme beaucoup de villes ont fait, et l'ont amèrement regretté, le mettre sur les rocades. Ça veut dire qu'il y a que la voiture pour y aller. Parce que Vous pensez allez à pas quoi? mettre Vous pensez à Rochefort? À Rochefort, par exemple. Mais partout en France. Partout en France. Et puis, garder le lien entre les villes-centres et l'hôpital pour avoir une offre de transport public, à condition que ceux qui habitent loin de la ville-centre puissent y aller facilement. Aujourd'hui, quand vous regardez le positionnement de la gare Sud que nous venons d'ouvrir, avec à la fois les cars régionaux, vous habitez Saint-Martin-de-Ré, parce que l'hôpital, il rayonne au-delà de l'aglo. Saint-Martin-de-Ré, vous habitez Maran, vous avez des cars qui vous emmènent là, gare Sud, et juste à côté de l'emplacement de là où ce qu'on appelait le Parc Expo. Donc là, on a véritablement un choix qui a un lien avec la ville, mais aussi avec la gare Sud, une offre de transport public considérable. Pour ceux qui veulent venir en voiture, c'est bien sûr aussi la route Simone Veil. Donc à chaque fois qu'on fait des équipements, pensons mobilité. Et cet hôpital, pour ceux qui y travaillent, ils auront une offre de mobilité douce immense à côté de la gare Sud. On parle de bornes électriques, on parle d'électricité, on parle aussi donc de coût de l'énergie, forcément. Oui. Est-ce que vous allez prendre des mesures pour faire des économies? Parce qu'on imagine que ça doit peser énormément, et ça va peser énormément sur le budget, qu'il soit de l'agglo ou de la ville de La Rochelle. Est-ce qu'il y a des mesures? Est-ce que vous allez sucrer certaines choses? Depuis longtemps, comment on fait? Depuis longtemps, que ce soit Michel Crépeau, que ce soit Maxime Bonneau, La Rochelle a eu une gestion de ses énergies, une gestion extrêmement raisonnable. Le terme de sobriété à La Rochelle, il existe depuis longtemps. Et ça se traduit par des programmes qui sont pas très connus dans le grand public, mais que les techniciens de nos collectivités connaissent bien, qui étaient les programmes Citergie. C'est-à-dire de voir comment, chaque année, on peut améliorer. On le faisait pour des questions financières et pour des questions énergétiques bien avant la crise. On est pratiquement, alors là, excusez-moi du terme, on est gold, c'est-à-dire qu'on est presque à un des meilleurs niveaux. On va continuer à travailler. Ça veut dire aussi qu'à chaque fois qu'on va concevoir un nouvel équipement, on a un sujet de piscine à La Rochelle. On en a 3, c'est pas assez. Eh bien, il est clair que les critères de consommation énergétique pour ces équipements vont être mis sur le dessus de la pile. Notre gros souci, c'est les équipements construits dans les années 70, qui ont été des passoires thermiques. C'est vrai pour l'hôpital, c'est vrai pour un certain nombre d'écoles. Quand on fait une école neuve à La Rochelle, la cité Lavoisier, cité éducative, on avait le choix de se dire on va travailler sur l'existant. Alors on garde les fondations, parce que ça sur le plan du bilan carbone c'est bon, mais on reconstruit avec des technologies, utilisant beaucoup la paille, utilisant des biomatériaux au maximum pour construire ces nouveaux équipements. Pour nous l'enjeu énergétique c'est beaucoup les écoles. Et on va mettre des sommes considérables. On met déjà aujourd'hui des sommes importantes et on va les renforcer encore pour l'amélioration énergétique de nos écoles. Les soucis sont souvent les écoles, les équipements sportifs qui ont vieilli. Les équipements plus modernes, eux, ça se passe pas trop mal. On va prendre l'exemple également de la médiathèque Michel Crépeau, sur lequel on va faire un travail important pour mieux l'isoler. Parce que c'est tout d'ailleurs, les travaux commencent cette année, au mois de juin, absolument, c'est ça ? Absolument. Donc, on va beaucoup dépenser pour améliorer l'isolation de tous nos équipements. Et puis, il y a un fonds pas un fonds, mais surtout une équipe qui est la plateforme territoriale de rénovation énergétique. C'est dans le cadre du plan bilan zéro carbone et c'est porté par Gérard Blanchard. Cette plateforme, c'est quoi ? Je suis un particulier, ou une collectivité d'ailleurs, ou une petite entreprise. Je veux améliorer, mais je ne sais pas comment m'y prendre. Et si je demande à des spécialistes qui travaillent pour les grands groupes, pour EDF, pour Engie, je m'inquiète un peu. Je me dis, bon, ils vont me préconiser des solutions qui vont être intéressantes pour eux, parce qu'après, je serai forcément leur client. Donc là, on a une plateforme qui est totalement neutre. Ce sont des techniciens qui ne sont pas du tout liés à aucune entreprise, qui font le bilan de votre maison, ou votre appartement, ou de votre atelier.
Deuxième élément, il vous préconise un certain nombre de choses. Et troisième élément, pour le financer, il y a un maquis d'aide que tout le monde ne connaît pas bien. Ma prime rénov'. Il y a des aides qui dépendent de vos revenus. Et puis, il y a des aides qui sont basées sur des systèmes fiscaux. À la limite, plus on paye d'impôts, plus c'est intéressant d'utiliser l'aide. Donc, dans ce maquis d'aide d'État, aide du département, aide de la région, aide de l'agglo, eh bien, ils vont vous préconiser des solutions pour dire, voilà, pour faire cette isolation, voilà la méthode qu'on vous propose. Donc, on travaille sur les bâtiments publics avec des investissements publics, mais on travaille aussi sur le parc privé. Et dernier élément, les logements qui appartiennent à nos offices. L'office HLM, ce qui a été fait sur le Lursa à La Rochelle par l'office HLM est remarquable. Là, ils attaquent le Messonnier. Très gros bâtiment, un des plus gros bâtiments de logement social de La Rochelle, dans lequel il y a des... On arrive sur certains bâtiments publics à mettre 50 000 € par logement. Vous vous rendez compte la somme qu'on met, en isolant par l'extérieur, en rénovant tous les systèmes de chauffage. Voilà, donc l'effort sur l'isolation va être considérable, à la fois porté par nos offices, à la fois par les privés, mais aussi par le public. Alors justement, là, vos services sont en pleine préparation du débat d'orientation budgétaire, que ce soit pour l'agglo ou pour la ville. Tout ça, ça va impacter ces deux budgets. Ouais. Bah oui. Mais on a des bonnes nouvelles et on a des mauvaises nouvelles. Alors c'est quoi les mauvaises? Je ne peux pas aller trop loin parce que, oui, parce que le budget va être soumis à nos collègues. Est-ce qu'on peut penser à l'augmentation, je sais pas, des impôts par exemple? Non, on ne touchera pas aux impôts. Sur la ville de La Rochelle, ils sont élevés. Et sur l'agglomération, on aura une évolution très légère de la taxe sur les ordures ménagères. Alors attention, tant que c'est pas voté, tout ça, il y a des propositions, mais on a déjà fait le débat d'orientation, on va passer. Globalement, les bonnes nouvelles et les mauvaises nouvelles. Les mauvaises nouvelles, vous les connaissez, c'est l'augmentation des prix énergétiques. C'est aussi l'augmentation du point d'indice, de la rémunération de nos agents. Les bonnes nouvelles, c'est qu'on bénéficie du dynamisme de notre territoire. Je vais vous citer deux recettes qui augmentent de manière importante. La taxe de séjour, qui était encaissée par les villes, maintenant qui est encaissée par l'agglomération de La Rochelle. On va arriver à des niveaux records. On était à 2 millions, 3 millions. Aujourd'hui, la taxe de séjour va dépasser les 4 millions d'euros. Donc ça, c'est de recettes en plus. Une deuxième bonne recette, le versement mobilité. Ce que payent les entreprises de plus de 10 salariés. Chaque année, comme on a un développement économique important, et que le nombre... Alors c'est bien parce que ça ne touche que ça ne touche pas la toute petite entreprise. Le commerçant ou l'artisan avec 3 compagnons, ça ne le touche pas du tout. Mais comme on a plus d'emplois, eh bien, on a plus de recettes. 10 000 emplois créés sur les 7-8 dernières années, ça se traduit par plusieurs millions d'euros de recettes nouvelles. Autre aussi élément favorable, vous voyez, il y en a comme quelques-uns, on nous a retiré les impôts économiques et on l'a compensé par de la TVA. Alors c'est pas bon parce que on ne décide pas grand-chose. Nous ne pouvons plus décider des taux, même si on voulait augmenter des impôts. Pour l'agglomération, on ne pourrait pas. Mais comme on s'est adossé avec la TVA et comme il y a de l'inflation, qu'est-ce qu'elle fait la TVA? Elle monte. Et donc le transfert de recettes sur la TVA est plutôt financièrement parlant, une bonne solution. Alors, est-ce que l'un compense l'autre? Pas tout à fait. On a aujourd'hui quand même plus de dépenses nouvelles, donc ça va nous obliger à être très rigoureux, mais on n'est pas dans une situation catastrophique. Le dynamisme du territoire produit des recettes. Sur la ville, c'est plus difficile, parce que la ville n'a pas de recettes basées sur la TVA, donc elle a comme bonne nouvelle, mais là on est un peu inquiet pour l'avenir, c'est une taxe qui est sur les mouvements immobiliers. Quand vous vendez un bien immobilier, vous avez un droit de mutation que vous payez. Et comme il y a beaucoup de mouvements immobiliers, notamment sur La Rochelle, il y a des recettes importantes qui arrivent. Alors, la plus grande partie de cette recette va au conseil départemental, qui touche la plus large part de droits de mutation, plusieurs dizaines de millions d'euros. Sur la ville de La Rochelle, ça représente aussi une recette convenable, même si ça sera plus tendu du côté des communes. Je ne parle pas que de La Rochelle comme situation budgétaire, que du côté de l'agglo, mais l'agglo a devant elle de très très grands chantiers sur les mobilités, on l'a évoqué, mais on aura le gros dossier des déchets, là des investissements importants. Sur les mobilités, je l'évoquais, on va acheter des bus. Si je ne connais pas les prix, mais ça doit être de l'ordre de 600 000 € un bus. On en a 200.
200 fois 600 000, vous voyez l'ampleur de la dépense. Donc voilà, on a aussi des grands projets. On a parlé de la piscine, on a au niveau de l'agglomération, le conservatoire de musique et de danse, qui va être et puis tout ce qui va être en lien avec les communes, le maillage de pistes cyclables, qui va être une dépense très importante. Mais globalement, un Jean-François Fontaine relativement optimiste pour 2023. Moi, je suis toujours optimiste, d'abord. Et je me dis que quand il y a des difficultés, notre responsabilité, c'est de les surmonter. Et donc, je pense qu'on sera capable, collectivement, de remonter je ne suis pas du tout pour la décroissance, parce que ça générerait. Je suis pour des croissances qui, sur le plan environnemental, soient totalement vertueuses, évidemment, et puis ce cap zéro carbone. Et le dynamisme de notre territoire, on en profite aujourd'hui, vous voyez, l'économie de proximité. Regardez si vous voulez aller au restaurant. Il faut réserver, alors qu'il se crée des restaurants tous les jours à La Rochelle. Pareil sur les métiers du bâtiment. Ils recrutent. Et quand vous voulez faire des travaux, tout le monde le sait, il y a du délai et tout ça. Donc on est dans une séquence économique plutôt favorable. On enchaîne avec le logement, qui est aussi une problématique à La Rochelle. Ouais. Si c'est pas les loyers, c'est les logements sociaux à construire. 70% des habitants de l'agglo sont éligibles au logement social. On fait Absolument. Comment ? Parce qu'à un moment donné, on va pas pouvoir construire, prendre sur les terres arables, D'abord, on etc. n'aura pas le Comment droit. on fait ? On n'aura pas le droit. On n'aura plus le droit de consommer les espaces agricoles. La loi s'appelle le zéro artificialisation nette. On n'a pas le droit. Comment vous faites là pour... On densifie. Il faut que les habitants comprennent que la densification Donc est on verticalise. Un petit peu, attention. On a de combien, grandes surfaces qui sont réaménageables. Regardez le quartier du Prieuré à La Rochelle, le départ du CFA vers la Gore libère de grands espaces. Regardez toute la zone le long du canal de Romsey, tout l'îlot Joffre-Romsey, le départ de la déchetterie sur Périgny a libéré des grands espaces, le départ des dépôts de bus n'ont pas vocation à être au cœur des villes. Donc là, on libère quand même de grands espaces. À plus long terme, le transfert de l'hôpital sur le parc Expo, zéro artificialisation en allant sur une zone déjà artificialisée va libérer aussi. Donc on a des possibilités. Après, il faut respecter les typologies de quartiers. Vous avez des quartiers, je prends Tadon-Bongraine, quartier ouvrier, petite maison basse, on n'ira pas verticaliser là. Par contre, le long d'un certain nombre de boulevards, là où le mouvement a déjà été engagé depuis assez longtemps, on va prendre le boulevard Normandin, qui est passé en R+2, R+3. Notre PLUI, il est beaucoup plus fin qu'il ne l'était auparavant, notamment avec les réformes qui sont en cours. Oui, on peut construire, mais regardons, c'est du travail de dentelle. Il n'est pas question, je prends un quartier comme Port-Neuf, qui est un quartier de logement social et très aéré, pas question d'aller le densifier. Par contre, il y a ici ou là un certain nombre d'opérations, de friches, sur lesquelles on peut mieux aménager. Mais ce que je dis est vrai à l'échelle de l'agglomération. Ce n'est pas que la ville-centre, c'est aussi des communes commétriques qui ont des grosses capacités foncières. Voilà. Habiter et très habiter La Rochelle, c'est la même chose. Ça se touche. On est à l'intérieur de la rocade, voilà. L'Agore, pareil, a produit du logement. Au départ, c'était pas prévenu, mais je pense qu'Antoine Gros a eu totalement raison sur le parc bas carbone de l'Agore de produire du logement. Sur le logement, il y a deux grands enjeux. Il y a l'enjeu de maîtriser le logement et de ne pas laisser que la loi du marché. La loi du marché, elle nous amène à construire que des résidences seniors, parce que c'est très rentable, que des logements de courte durée. Et ça, il en faut, mais de manière raisonnable. Aujourd'hui, on doit être à 6 000, c'est trop. Donc on est en pleine régulation. Il nous faut aussi que notre office HLM continue à produire. Mais il le fait très bien. On a un office de grande qualité qui continue à produire. Et puis il y a aussi les autres intervenants. On utilise de plus en plus également le dispositif qui s'appelle le bail réel solidaire. C'est-à-dire que vous ne vend pas le terrain. Vous n'êtes pas propriétaire du sol, non, c'est ça? Non, vous achetez un appartement, oui. Comme en Angleterre ou comme dans les zones, comme des ports dans les zones dans lesquelles on n'a pas le droit d'avoir la propriété du sol, c'est le domaine public maritime. Oui. Voilà. Donc on vend l'appartement mais sans le foncier. Les Vendéens sont très avancés sur le sujet d'ailleurs. Hein, oui, mais on fonce là-dessus, à la fois nous, mais aussi les autres acteurs, comme les autres acteurs de construction, Atlantique Aménagement et tout ça. On va sur ce domaine-là. On a plusieurs opérations qui vont sortir prochainement. Mais globalement, c'est la première couronne que l'on doit un peu densifier, parce qu'il nous faut aussi construire la ville du quart d'heure. Il nous faut aussi produire du logement pas trop loin des zones d'emploi. La zone d'emploi, 80%, 85% de notre agglomération, c'est la zone qui démarre au port de commerce, qui passe par l'Agore,
avec le parc bas carbone, qui va à Beaulieu avec à la fois les cliniques, mais à la fois aussi les zones commerciales, qui passe à Périgny, bien évidemment, qui continue en allant sur l'hôpital et qui vient sur Étré. C'est là qu'on a la grosse densité d'emploi, avec en plus, bien sûr, Angoulins et sa zone commerciale. Voilà. Mais il nous faut faire une deuxième chose. Il nous faut développer l'emploi sur les parties les plus extérieures de notre agglomération. Et ça, on doit le faire main dans la main avec nos amis de Nice Atlantique et de Nice Sud. C'est-à-dire le renforcement des zones économiques d'Aigrefeuille, camp américain, vous voyez, zone de Croixfort, zone de Sainte-Soule, sur lesquelles on a du développement, pour essayer d'amener de l'emploi là où des habitants... Il y a beaucoup de foncier de libre encore sur la zone de Sainte-Soule. Hein, ça... Oui. Bah, c'est vrai qu'aujourd'hui, les entreprises nous disent « je veux aller près de La Rochelle ouais. ». Parce que c'est là qu'ils ont une offre de service. Donc vous comptez plus peut-être sur la zone de l'Aubressay qui... Bon, même s'il y a des recours, en ce moment... Oui. Le Aubressay est une zone très limitée. C'est comme ce qu'on va faire à Saint-Vivien. C'est des petites zones. Comme Croixfort, c'est des zones moyennes. Les gros porteurs, entre guillemets, pour l'avenir, c'est Sainte-Soule, mais aussi en Nice Atlantique, toute la zone autour du camp américain, voire d'Aigrefeuille. Et la même chose en Nice. La plus forte croissance de population, on la trouve en Nice Atlantique. Oui. C'est là qu'on a les plus fortes. Et c'est ça qui est délicat à gérer, parce que c'est là qu'il faut calmer le jeu un petit peu aussi, parce que si on fait trop d'habitation en milieu, alors c'est vrai qu'on trouve des logements moins chers, mais ça génère soit du monde sur les routes, soit des bilans carbone désastreux. Donc c'est là où il faut amener de l'emploi. Et je dirais qu'il y a une priorité emploi à faire sur la zone Nice Atlantique. Je vois le développement d'un grand constructeur de catamarans juste à côté. Ça, c'est des très bonnes choses pour le Nice. La même chose dans nos Nice Atlantique, les accompagner pour du développement économique. Nous, il y a des dossiers où quand les entreprises sont, par exemple, sur des métiers de la logistique, on leur dit, allez plutôt à Sainte-Soule, vous serez mieux. Vous serez près d'un maillage de route pour aller vers le nord, pour aller vers le sud. Et donc, ensuite, ça va être de densifier. Les prochaines usines qui vont sortir, que vous allez voir sortir, on a délivré un permis en septembre pour une entreprise qui va beaucoup se développer. L'annonce sera faite prochainement. Eh bien, ce sera une usine verticale. Alors, vous allez me dire, on ne peut pas faire des TGV dans une usine verticale, bien sûr. Mais il y a des métiers sur lesquels on peut verticaliser. Vous avez des entreprises aujourd'hui pour lesquelles travailler sur plusieurs plateaux quand on travaille sur des petits objets ne présente aucune difficulté. Au contraire, on a même une qualité de densité pour être proche des collègues et tout ça qui est très bonne. Donc je vous dis, la prochaine usine sera l'usine la plus verticale de notre territoire. Donc on va avoir un territoire qui va vers la verticalité. Un petit peu. On va arrêter. On a un vrai souci, c'est l'existant. Vous avez des zones économiques comme Périgny, où à l'époque, quand les entreprises achetaient des grandes surfaces, en disant si demain je me développe, j'aurai du terrain. Ça, on ne peut pas continuer comme ça. Et on doit se battre aussi, et là on aura besoin des parlementaires. Aujourd'hui, sur les zones économiques, vous avez des gens qui font des kartings. C'est pas leur vocation. C'est plutôt de l'emploi. On ne va pas faire des zones mixtes. Voilà. Le deuxième volet, c'est comment contraindre des propriétaires de grands fonciers à développer l'économie. Pourquoi ? C'est qu'aujourd'hui, ils ont acheté des fonciers en zone économique. Ils ne construisent pas. On a l'exemple à Croixfort. Pourquoi ? C'est un placement. Ils savent que leur terrain, dans 5 ans, il vaudra plus cher. Et donc, ils attendent que le prix monte pour cela. Donc, c'est pour changer cette attitude-là, il faut forcément passer par le Parlement. Oui, sauf que on vient de prendre la décision à l'échelle de l'agglomération de commencer à ne plus vendre des terrains, mais les louer. C'est une décision qui nous met proche du grand port maritime, parce qu'ils font ça depuis longtemps. Et donc, sur les nouvelles zones, on ne peut pas le faire dans des zones existantes, parce que sur des zones existantes, vous allez avoir une distorsion entre ceux qui sont locataires. Sur des nouvelles zones, je pense à la Gore, je pense à l'Aubressay que vous avez évoqué, et à l'avenir, on va travailler beaucoup plus en location en disant, on vous fait un bail à construire, on vous loue, ça vous permet de ne pas être obligé d'investir. Par contre, il est vrai que vous ne serez pas propriétaire, ça nous ramène à la discussion sur le bail réel solidaire, mais économiquement, les grands ports ont montré que c'était tout à fait viable. Autre sujet sensible que vous portez avec Marine Edelec, le dossier Airbnb. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous faire un point aujourd'hui, puisqu'il y a des décisions importantes qui se sont prises hier et qui vont être développées la semaine prochaine ? Alors, nous avons pris la décision de limiter considérablement l'investissement dans l'Airbnb en le limitant sur la ville de La Rochelle à 1 par personne et dans la zone la plus dense, c'est-à-dire l'hypercentre et le quartier des Minimes, en demandant un principe vous voulez mettre un logement Airbnb en location, eh bien on vous demande une compensation, c'est de mettre un autre logement à destination, soit d'étudiants, soit de jeunes travailleurs. C'est un dossier un petit peu technique,
parce que le législateur a déjà été saisi par d'autres territoires, le Pays Basque, qui a vécu la même chose, et le législateur a dit, attention, vous touchez au droit de la propriété. Et en touchant au droit de la propriété, il ne faut pas prendre des mesures générales. Donc on a zoomé sur des zones plus restreintes, on n'a pas dit c'est toute la ville ou c'est toute l'agglo. On l'a limité sur des zones où on peut faire la preuve qu'il y a beaucoup de trop de Airbnb. Ensuite, on a donné du temps d'adaptation en disant cette mesure elle sera mise en œuvre qu'au mois de juin prochain, pour pas que les investisseurs se retrouvent dans une situation délicate. Et puis, alors on est en pleine actualité parce que il y a un syndicat de propriétaires qui a attaqué en justice. C'est l'UNPI. Et nous passe l'UNPI. Et donc on aura un rendez-vous mardi prochain devant le juge du référé. À Poitiers. À Poitiers. Vous serez présent ? Oui, j'y serai présent, bien sûr. C'est très important pour nous. Parce que nous, à cette liberté de la propriété, on oppose le droit au logement. On ne peut pas, mépriser, laisser le logement s'emballer, venir à des prix qui vont rejeter les gens loin de la ville-centre. Et donc, on a besoin de se battre pour dire, on a certes la Constitution, mais il y a deux éléments qui s'opposent à ça. Premier élément, le droit au logement. Deuxième élément très important, l'atteinte à l'environnement. Obliger les gens à habiter 40 km de la ville-centre ou des zones d'emploi, c'est aussi une atteinte à l'environnement parce que vous nécessitez la voiture, de la route. Parfois, on peut trouver d'autres solutions. Mais en tout cas, ça veut dire qu'on va contre la ville du quart d'heure et ça, c'est pas des bonnes solutions. Donc oui, on va se battre là-dessus. Je suis très confiant parce que le juge s'est déjà prononcé. Il a dit ce qu'il trouvait acceptable, ce qu'il a dit. Donc on a pris en considération toutes ces demandes. La zone de compensation, elle est toute petite, c'est l'hypercentre et tout. Je pense qu'on va avoir un phénomène de bord, entre guillemets. C'est-à-dire que là où les gens pourront plus investir ou investir de manière plus restreinte, eh bien, vous savez, on peut faire du Airbnb à Étré ou dans d'autres quartiers de La Rochelle, ou quand on est à la Gore ou quand on est proche, eh bien, un coup de vélo pour aller sur le port, voilà. Donc je pense qu'on va avoir probablement un effet de dilatation, et puis on verra avec nos collègues maires s'ils souhaitent qu'on élargisse la mesure. Mais tout ça, on est en pleine actualité, et des décisions sont attendues. Le temps que l'audience ait lieu et que le jugement soit rendu, comptons une dizaine de jours pour avoir une décision. Ouais, absolument. Jean-François Fontaine, on va passer au pour ou contre, si vous le voulez bien. Bien sûr. En général, je suis pour. On va voir. Je rappelle le principe du pour ou contre. On vous pose une question, pour ou contre, et vous ne pouvez répondre que par pour ou contre. Vous avez le droit à un joker. Et puis quelques secondes. On me dit que certains en ont eu deux. Voilà, voire même beaucoup plus. Et vous avez un petit peu 10 secondes pour développer, mais très très court, puisque en fait on arrive déjà à 3/4 d'heure d'émission et on a encore pas mal de choses à voir avec vous. Yannick. Alors, Jean-François Fontaine, pour ou contre les éoliennes offshore au large des îles ? Ah pour, évidemment, à condition que la distance soit raisonnable. Mais oui, bien sûr, je suis pour. Pour ou contre un président de l'agglomération rochelaise autre que le maire de La Rochelle ? Je pense que ça serait une erreur et l'histoire montre que les territoires où il y a une dissociation, donc contre, quand il y a dissociation, c'est plus compliqué. Vous savez, il est très important de parler d'une seule voix sur l'ensemble des dossiers. On ne peut pas faire une agglo sans l'avis du maire de La Rochelle. Et je vois les territoires sur lesquels les situations... Et c'est pas que le président, c'est d'avoir aussi une administration la plus soudée possible, de ne pas avoir d'opposition. Donc... je pense que c'est mieux. Maintenant, après, c'est la liberté de choix de nos collègues. Pour ou contre la sortie de l'électricité de la place boursière européenne, ce qui fait qu'elle est indexée sur le prix du gaz ? Je pense que les États, et même pas seulement les États, ce qu'on va faire avec... Je suis totalement pour une réappropriation, pour une part, publique de la gestion de l'énergie. Alors maintenant, je dis bien pour une part, parce que c'est compliqué. EDF va être pratiquement totalement renationalisé par la scission. Et je pense qu'il y a des choses trop importantes pour que la loi des marchés s'applique totalement. Pour ou contre, on l'a déjà évoqué tout à l'heure, plus de navires de croisière au molle d'escale ? Non, on est plutôt pour une stabilité, voire une réduction. Pour ou contre la gratuité du pont de l'île de Ré pour les Charentais-Maritimes ? Alors, peut-être pas toute l'année,
Parce qu'en haute saison, on comprend bien que le péage, il a pour objectif de freiner un peu le succès considérable de l'île de Ré. Et je pense que ça pourrait faire un appel d'air. Par contre, qu'à la mi-saison, je pense que la gratuité à la mi-saison serait plutôt bonne, parce que ça serait meilleur pour le tourisme. Et puis, je crois aussi que c'est pour l'activité plus régulière toute l'année, je pense que ce serait une bonne chose que des habitants de notre territoire puissent aller gratuitement sur l'île de Ré l'hiver. Ça me paraît très très bien. Pour ou contre le dimanche sans chasse, j'ai réussi à le dire. Ah, mais moi, je serais plutôt pour le dimanche sans chasse. Parce que je le vois quand on se promène à pied dans l'Aunis ou même sur l'île de Ré, que vous avez cité, d'avoir des chasseurs pas loin et tout. C'est pas génial. Alors, je sais que c'est une tradition, j'ai des amis chasseurs. Voilà, je comprends. Mais ou alors de restreindre les zones là où on est sûr qu'il n'y ait pas. Il doit y avoir une priorité aux promeneurs le week-end. Pour ou contre une dictée par jour pour les jeunes élèves? C'est dans le projet. Alors, une dictée par jour. Je suis très mal placé parce que je fais beaucoup de fautes. Je ne suis pas bon en orthographe. Donc, je serais plutôt pour qu'on améliore l'orthographe. Dernière question. Pour ou contre l'armement de l'ensemble des policiers municipaux et surtout tout le temps? Parce qu'à La Rochelle, ils le sont, mais pas tout le temps. Si. Ah, tout le temps, ça y est. Donc, j'avais une mauvaise info. Alors, tous, je vais le restreindre un tout petit peu. Quand on porte une arme, ça veut dire qu'on a une grande stabilité psychologique, que l'on soit parfaitement amené à la maîtriser parfaitement. À La Rochelle, si vous m'aviez posé la question en début du mandat précédent, je vous aurais dit que je suis contre. Il se trouve qu'il y a eu depuis des attentats, des camions, je me rappelle du drame absolu de Nice et tout. J'ai évolué. Et quand j'ai souhaité que la police municipale travaille la nuit, la police municipale m'a dit « Oui, mais monsieur le maire, on souhaiterait être armé. » J'ai dit « Oui ». Par contre, le permis de port d'armes exige un examen pour s'assurer de la stabilité psychologique et tout, et que soit vis-à-vis d'elle-même, soit vis-à-vis d'un tiers, on est vraiment des gens formés. À 99%, tous nos agents municipaux ont passé avec succès ceci. Donc oui, je pense que le port d'armes aujourd'hui me paraît justifié. Maintenant, je peux vous dire, ils ne l'ont jamais sorti. Voilà, c'est une procédure de sortir une arme, qui est une procédure exigeante, mais je pense que nos policiers municipaux, qu'ils puissent se défendre en cas de situation extrêmement grave. On a une excellente coopération à La Rochelle, police municipale, police nationale. On n'est pas une ville avec une situation difficile. Je suis toujours embêté, vous voyez par exemple ce qui se passe le soir du 31 décembre, mettre le feu aux voitures, ce qui se passe dans certains territoires. On a quelques cas, très limités, heureusement. L'été, on n'a pas trop d'incidents. Je crois vraiment à un travail mixte. Plus de sécurité, on met des caméras dans beaucoup de quartiers et au centre-ville. Plus de sécurité des policiers municipaux armés et la nuit. Maintenant, je crois aussi beaucoup à la prévention. On a des associations qui travaillent, comme l'a dit, comme d'autres, et comme les agents de nos mairies de proximité. Donc je pense, comme toujours, à un mixte, travail de prévention, travail... Parce que la drogue, aujourd'hui, est rentrée massivement en Europe. Elle est rentrée par les ports. Pas trop à La Rochelle. On n'a pas de containers. Donc, mais je vois la situation au Havre. Je vois la situation à Nantes-Saint-Nazaire. Elle est très préoccupante. Et aujourd'hui, on voit des jeunes qui préfèrent faire de la surveillance, faire le guet, on dit, pour quelques centaines d'euros, quelques dizaines d'euros, et puis pas aller bosser. Alors que l'emploi, il est présent. Donc moi, je suis pour une politique de prévention que nous faisons, mais aussi une politique de répression. On ne peut pas laisser les trafics de drogue se développer, comme c'est le cas aujourd'hui, un peu partout. Pas trop à La Rochelle, mais restons très vigilants. On va passer à des sujets un petit peu plus légers. Voile et rugby. Le rugby, le Stade Rochelet, bon, notre champion d'Europe. Vous la trouvez comment, cette équipe, cette année? Exceptionnelle, remarquable. Après, il y a des histoires de cohésion. Tout d'abord, je ne me mêlerai pas de former l'équipe, je ne suis pas compétent, mais il y a aujourd'hui un type formidable à la tête de tout ça, c'est Vincent Merlin, qui a su s'entourer des meilleurs. Quand je vois la qualité d'un Pierre Vénère pour gérer le quotidien, quand je vois le directeur sportif, Aurore, il y a une éthique dans ce club. Il y a un esprit formidable, voilà. Et puis un excellent entraîneur. Après, les joueurs, ils passent, mais il y a un attachement. Je vois le départ de Vito, le public était très attaché à Victor Vito. Non, ils ont apporté quelque chose de considérable. La Rochelle a une longue histoire avec le rugby. Mais cette histoire, c'était plutôt une histoire d'un bon club, sympathique, avec des bons joueurs, Famille Elissade et d'autres. Mais là, on a changé de registre. On voit à La Rochelle les meilleurs joueurs d'Europe.
On voit à La Rochelle des champions qu'on n'imaginait pas une seconde. Voilà. Donc on a des joueurs qui sont parmi les meilleurs, je veux dire, qui sont en équipe des sélectionnés nationaux et tout ça. Et puis une adhésion du public incroyable. Le dernier match contre Toulouse, le public a porté les joueurs. Donc moi je suis admiratif de l'équipe au plan de l'organisation, d'aller chercher les financements. C'est un gros budget qu'il faut trouver. Hein. Notre participation, elle existe, elle est sérieuse. Oui, puis là, ce qu'on va mettre pour aussi agrandir. Là, on va avoir un grand chantier. Dès la fin de la Coupe du Monde, dès la fin du top 14, on profite de la séquence Coupe du Monde pour engager, à la demande du Stade Rochelais, des travaux qu'on va partager, hein, je le dis clairement, le Stade Rochelais met beaucoup la main à la poche, mais le département aide bien, l'AGLO a voté également, et la ville va accompagner, et va même porter techniquement le projet. Donc il y a un esprit de partenariat de grande qualité, humain. Non, c'est que du bonheur. Puis vous voyez, dans ce mandat, tout ce qui aura été fait, passé de 2014 aujourd'hui, on aura vécu les années d'exception, accéder à plusieurs finales. Et le bouclier en 2023, on y croit ? Bien sûr qu'on y croit, mais si vous voulez, oui. Mais vous voyez, regardez, des grandes équipes ont eu le bouclier, puis après elles sont retombées. Donc, ce qui est formidable, c'est la constance du Stade Rochelais. Double finaliste il y a 2 ans, vainqueur de la Coupe d'Europe. Voilà, on est dans les grosses équipes françaises, dans les grosses équipes européennes. J'étais à côté des dirigeants des équipes qui viennent nous voir, et pour tout le monde, il y a un très grand respect. Sur le Stade Rochelais, il fait partie des grosses équipes. Alors ça, un des inconvénients, c'est qu'on veut se payer le Stade Rochelais. On a perdu par rapport à Pau et à Bordeaux parce que les équipes, c'était leur mission, qu'il fallait battre le Stade Rochelais. Juste 2 petites choses. Donc vous nous confirmez au niveau de l'éclairage après les matchs le soir, il y a 1 heure de plus, c'est ça ? Mais oui, hein, on regarde finement, mais c'est pas que le rugby. S'il y a des événements, ça. Vous avez parlé voile et Stade Rochelais. On va parler de la voile. Oui, mais il n'y a pas que ça. Hein. Le marathon, c'est un truc incroyable à La Rochelle. Il y a aussi aujourd'hui le basket en professionnel, mais aussi la pratique quotidienne, la pratique des femmes. Tout ce que fait Catherine Leonidas, je le dis souvent, c'est la meilleure adjointe au sport au monde. Voilà. Mais non, mais elle a le bouclier, donc. Le sport au quotidien, c'est la santé. C'est toutes les formes de pratique, tout ce qui se fait, que ce soit course à pied, mais que ce soit triathlon, enfin, tous les sports à La Rochelle ont leur place, à des niveaux bien sûr différents. Mais il ne faut pas s'attacher que au sport de haut niveau, qui est très important en termes d'image. Évidemment, on est fou de joie. Ça porte la population, ça nous donne une image formidable, ça emmène les chefs d'entreprise, ça emmène tout ça. Une médaille d'or, c'était jamais arrivé à La Rochelle avec Charline. Voilà, donc la carrière incroyable d'Arrêté, bien sûr, avec Antoine Albo. Mais voilà, non, on vit une séquence de sport. Et bien sûr, Yannick Bestaven. Justement, mais au niveau de la voile, il y a... Excuse-moi, Yannick, juste pour finir, il y a quand même un petit problème aux abords du stade de Marcel de Flandre, c'est la sécurité en termes de transport. On a beaucoup de véhicules, bien évidemment, 16 000, à chaque fois c'est plein, donc il y a 16 000 personnes qui viennent au stade, plus avec bien évidemment l'agrandissement qui va arriver. Mais par contre, il y a énormément de véhicules qui stationnent un petit peu partout. Il y a beaucoup de riverains qui se plaignent parce que les soirs de match ou les après-midi de match, c'est très compliqué. Est-ce que il y a une réflexion là-dessus? Elle est engagée depuis longtemps. Ouais. On a fourni au Stade Rochelais le terrain qui était derrière pour que leurs abonnés et puis un certain nombre de partenaires puissent se garer dans de bonnes conditions. On est aussi très intransigeant pour les gens qui arrivent au dernier moment et qui nous posent des questions de sécurité. Il y a des accès à des maisons qui ne peuvent pas boucher. C'est un sujet qui est traité avec sérieux. Il y a eu des bus pour le Stade Rochelais pendant une période. Ça n'avait pas eu un grand succès. Il faut que les gens acceptent de se garer un petit peu plus loin. Pour ceux qui veulent venir en voiture, il faut qu'ils viennent plus à vélo. Parce qu'il y a comme des habitants de proximité. Moi, j'y vais pratiquement essentiellement à vélo. Voilà, tout La Rochelle, tout Étré, tout la Gore, tout ça peut venir à vélo. Peut-être on interdira un périmètre un peu plus large, définitivement, de stationnement, pour obliger les gens à regarder du côté de la SCAN à Port-Neuf, il y a de la place. Voilà. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a suffisamment de place pour qu'au moins les gens puissent se garer? Un peu plus déconcentré. Mais notre grande difficulté, c'est ceux qui arrivent au dernier moment, un peu vite, parfois viennent de Vendée, viennent d'où ils veulent, mais qui sont en retard, qui veulent rien rater et qui se garent très mal. Là, on sera impitoyable avec la police, on sanctionnera à chaque fois. Parlons de la voile. Parlons de la voile, oui, justement. Un sujet que vous connaissez pas.
ou très peu. Il y a longtemps qu'il n'y a pas eu le départ d'une grande course à la voile à La Rochelle. Hein. Moi, je me souviens en 2011 de la Volvo Ocean Race. Vous avez perdu la 6,50 m. C'est vrai. Il était prévu la Race Ouais, Around, c'est annulé. Est-ce qu'on peut avoir espoir dans les années qui viennent du départ d'une nouvelle grande course? C'est compliqué et c'est très cher. La Volvo, aujourd'hui, pour Villescale, la Volvo, l'organisateur demande plusieurs millions d'euros. Donc on a la chance d'avoir un territoire avec beaucoup d'attractivité. Il y a deux possibilités. Soit on prend une opportunité qui passe, par exemple si la Mini veut revenir, on sera très demandeur. Soit on crée de toutes pièces. Mais créer de toutes pièces, regarde, quand vous parlez de course au large, il y a 2 courses majeures en France et une belle course en plus. Les 2 grandes courses qui attirent un public monstre qu'on aimerait avoir, le Vendée Globe. Mais c'est 20 ans de travail. J'étais au départ du premier Vendée Globe puisque Pierre Folenfant le pratiquait, et des millions et des millions d'euros payés par le département de la Vendée et la ville des Sables-d'Olonne. Donc c'est des tickets où on n'est pas prêt à y aller, aussi cher. Le deuxième, c'est la Route du Rhum, tous les 4 ans. Un événement aussi très important, créé en 1977, si mes souvenirs sont bons. Donc là aussi, grosse subvention. En fait, ils ont eu aussi la chance que les Romiers de Guadeloupe mettent pas mal d'argent. Puis une troisième course qui est un petit peu moins importante, mais qui fait un beau succès, la Jacques Vabre au Havre. Voilà. Aujourd'hui, honnêtement, je ne proposerais pas de mettre des millions et des millions d'euros pour une grande course. Par contre, si la Mini a envie de revenir, je pense qu'on leur avait donné de belles conditions. Si une course sur des classes 40, celle qui malheureusement n'a pas pu voir le jour, là on sera prêt à saisir une opportunité, mais on n'ira pas mettre des sommes colossales. Nous travaillons actuellement sur un beau projet qui n'est pas encore tout à fait mûr, mais qui avance très bien, c'est de faire des fêtes maritimes à La Rochelle, un peu comme Brest, mais à un niveau plus modeste, infiniment plus modeste, voilà, sur 2024, pas 2023, voilà. Et puis c'est de fixer plus de bateaux de course. On est aujourd'hui le meilleur territoire pour tout ce qui tourne à l'olympisme. Des champions olympiques français sont venus. Le Pôle France de La Rochelle est un des meilleurs de France. Voilà. Donc c'est lui qui a produit les médailles. Charline, médaille d'or, médaille d'argent. Les équipes, on a eu des résultats formidables. Maintenant, on a aussi de très très bons coureurs qu'on peut accompagner. C'est ce que fait un peu le département. On vient de créer, quand je dis on, c'est une émanation du Pôle France, une structure pour accompagner les projets sur des bateaux habitables. Que ce soit des Figaro, que ce soit des Mini, que ce soit des classes 40. Donc on va accompagner budgétairement, on a déjà voté un premier budget, qui sera basé au minimum, c'est-à-dire un lieu où on puisse laisser son bateau, s'entraîner, avoir les meilleurs, un petit peu ce qu'il y a en Bretagne, notamment, j'appelle ça la vallée des fous, mais ça s'appelle plus précisément là où il y a le chantier, ça va me revenir, voilà, et puis ce que fait Lorient également, ce qui est intéressant. Mais honnêtement, vous voyez, Lorient n'a pas de grande course, par contre c'est devenu une base un peu pour des grands bateaux. Puis Brest, pareil, il y a pas mal de gros bateaux qui y sont, mais ils n'ont pas de course non plus. Ça n'empêche pas d'être des grandes villes maritimes. Alors justement, au sujet des bateaux de course, il y a l'effet Yannick Bestaven et ce projet de pôle de course au large. Où est-ce que l'on en est sur ce dossier-là? Alors, 2 volets. Le volet préparation, entraînement physique, météorologie, tout ça, c'est lancé. Ça a lieu, la structure est en place, et ça a lieu dans des locaux qui sont les locaux du Pôle France. Voilà. Maintenant, il y a la base technique pour les bateaux. Donc, les pontons pour mettre les bateaux au port de pêche sont en place. La deuxième étape... Avec une capacité d'accueil de combien de bateaux? 2 bateaux. 2 bateaux de grande taille. Hein. Les petits bateaux, Figaro, tout ça, peuvent aller au bassin des Chalutiers ou au port des Minimes. La question pour nous, c'est les très grands bateaux. Soit grands par le tirant d'eau, les IMOCA, soit par la largeur. Alors pour la largeur, hélas, on n'a pas de solution. Des bateaux comme aujourd'hui les Ultimes sont des bateaux dont les caractéristiques, rendez-vous compte, ils passent pas entre les tours. Ils peuvent pas rentrer dans le bassin des Chalutiers. On a 16 mètres dans le bassin des Chalutiers, ces bateaux qui font 25 mètres de large. Et même au port de pêche, c'est pas très raisonnable parce que c'est comme une entrée un peu étroite. Donc la cible, plutôt des IMOCA, voilà, qui sont très nombreux. L'idée, ce serait de mettre, en plus de ces 2 places, un grand ponton le long de la digue. Voilà, techniquement, c'est possible. Le seul petit souci qu'il y a, c'est que par vent de nord-ouest, vous avez la houle qui rentre. Et ces pontons vont un peu onduler. Si les pêcheurs sont plutôt sur le côté, il y a une raison à ça, c'est que ça bouge un peu dans la partie d'entrée. Donc le port de pêche travaille là-dessus avec le département. Ce qui est les digues, c'est plutôt le département qui va nous aider parce qu'ils ont le savoir-faire. Et je pense qu'on peut mettre les pontons. Ensuite, mettre à terre des équipements, tant que c'est des containers, pas de souci, on peut le faire dès maintenant. Par contre, on a eu une mauvaise nouvelle pour construire des hangars, c'est qu'on
a trouvé une plante rare, là aussi, sur ces zones. Donc c'est plus compliqué qu'hier pour pouvoir construire des hangars. Il y a des possibilités, mais on travaille là-dessus. C'est le point un peu faible aujourd'hui de notre démarche, c'est de pouvoir faire des hangars. Alors Yannick utilise un hangar qui est sur le bassin des Chalutiers, voilà, mais on n'en a pas d'autres. Et le dynamisme du nautisme aujourd'hui fait que notre plateau nautique, vous pouvez le voir, il est saturé, quoi. Il y a beaucoup des entreprises partout. On va passer très très vite, malheureusement, parce qu'on arrive au terme de cette émission, sur les grands aménagements. Enfin, grands aménagements, on en a un petit peu discuté déjà, mais moi je voulais voir avec vous la foire exposition à Lancan. C'est possible, elle va être toute petite. Bon, c'est pas petit, Lancan. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais non, Lancan... Est-ce qu'il y aura suffisamment de place? Attendez. Est-ce que c'est possible? S'il le souhaite, c'est possible, mais c'est pas forcément le même profil. Quand vous alliez à la foire expo, d'abord, c'était un immense parking de voitures. C'est pas faux. Nous avons un village automobile déjà de l'autre côté de la gare, on n'a pas besoin d'en faire un nouveau. Voilà. Donc, Lancan c'est ce qu'ils ont fait d'ailleurs à la dernière foire expo. Ils se sont limités aux voitures électriques, des choses plus ciblées. Ensuite, le modèle de la foire expo est un modèle qui est un peu vieilli. Il faut se dire les choses. Le succès aujourd'hui n'est pas considérable. Sur le plan économique, qu'il y ait une foire expo ou pas, ça change rien. La ville est remplie, voilà. Maintenant, oui, il y a un certain nombre de métiers pour lesquels la foire expo est quelque chose de sympathique. Je pense que, mais il faut s'y prendre à l'avance. Je sais qu'ils travaillent sur certaines hypothèses. Regardez ce qui s'est passé dans le monde agricole. Il y avait un concours d'élevage à Surgères, et puis le public n'était plus là. Donc aujourd'hui, on fait balade à la ferme à La Rochelle avec un grand succès. Donc il faut accepter aussi que les modèles évoluent. Lancan est un bâtiment que Michel Crépeau avait souhaité conserver. On a un grand parking sur lequel on peut mettre des tentes. Vous voyez, le parking de Lancan à côté est immense. Et là, on peut y mettre des tentes pour augmenter la surface. L'avantage de Lancan, c'est qu'on peut y aller en train, en TER. Voilà. Et c'est ça aussi qu'il faut avoir à l'esprit, les mobilités de demain. Ce ne sera pas que les mobilités voitures. Un point très rapide sur le projet de 4e piscine au nord de l'Aglo à Lagor. Oui. Donc, qui visiblement est un petit peu retardé. Tous les projets sont plus longs que ce qu'on imagine. Tout d'abord, la crise énergétique nous montre qu'il faut que ces équipements soient exemplaires. On ne peut plus avoir des piscines qui soient des grands consommateurs de chauffage. Alors, il faut savoir que le chauffage qui coûte le plus, c'est le chauffage de l'air, pas de l'eau. Hein. Donc, il y a ces fameux bassins nordiques, c'est-à-dire on nage, mais à l'extérieur, sans avoir... voilà, et c'est une piste. Donc, Catherine Léonidas a été visiter un certain nombre d'équipements. On veut se projeter sur l'avenir. Les terrains sont disponibles, ils sont propriété de la commune de Lagor. On avait un problème de faisceau ferroviaire, mais ça s'est très très bien passé avec la SNCF. Donc, on a les capacités à construire. Une phase d'étude, de bien calibrer le besoin. Et puis, je ne vous cache pas qu'on va aussi dépenser beaucoup d'argent pour remettre à niveau toutes nos piscines. On va commencer par celle de Périgny. L'air de rien, le temps est passé. Périgny a besoin de travaux. La piscine de Châtelaillon a besoin de travaux importants, puisque les sous-bassements, apparemment, me dit-on, sont assez endommagés. Et puis on aura la piscine de La Rochelle, qui aura besoin de travaux de modernisation. Donc on aura un double budget, un budget de modernisation et un budget pour la construction de ce nouveau centre aquatique. Ce qui prend du temps, c'est surtout de ne pas se tromper sur le modèle de piscine de nouvelle génération, on va dire ça, qui prennent en compte les questions énergétiques de manière prioritaire. Juste un point sur la zone de l'eau brossée, le centre de revalorisation, et puis on va passer à autre chose. Oui, ce centre de revalorisation des déchets qui va compenser 5 déchetteries qui vont fermer, qui n'étaient pas prévues à l'origine dans cette zone artisanale, ce qui fait un peu courroucer les riverains. On en est où? Est-ce qu'on en est au stade de l'enquête publique? Qu'est-ce qui se passe? Alors, tout d'abord, il y a un contentieux plus global. Oui, sur la zone, sur la totalité. On attend les décisions de justice sur cette zone, parce que si jamais, par malheur, tout le principe de la zone était rejeté, on ne serait pas bien. Donc ça éliminerait tout. Bon, je suis allé souvent sur le site, c'est un site que je connais bien. J'ai commencé ma vie professionnelle à l'Eau-Brosset. Honnêtement, quand je vois le fonctionnement d'un site de valorisation qui est en ville, celui de l'Alleu, y a-t-il des préoccupations avec le voisinage? Aucune. Alors, ce que les riverains mettent en avant, en fait, c'est l'augmentation du flux de circulation. Qu'ils aillent voir. Moi, si vous voulez, je suis plutôt dans une phase de conviction. J'ai rencontré Madame la maire qui est très réservée sur le projet, elle ne s'en cache pas. Mais maintenant, il ne faut pas qu'on fantasme sur des choses. Je proposerais que les riverains aillent voir celui de l'Alleu, tranquillement. J'étais un peu inquiet à l'Alleu, on est en cœur de ville et c'est une déchetterie à peu près équivalente. Très grosse déchetterie à l'Alleu. Je m'étais inquiété aussi s'il y avait trop de monde sur le fait qu'ils stationnent sur la piste cyclable. J'ai été voir plusieurs fois, zéro souci. Alors qu'on a des riverains qui touchent
Alors que là, je dirais, il y a vraiment beaucoup de... Voilà, l'augmentation de flux, il n'est pas considérable, il ne faut pas non plus exagérer, ça se mesure bien. Personnellement, je pense que ce site, alors il a été choisi par l'ancien vice-président. Ce schéma directeur a été fait. Alors Christian Pérez étant maire, mais David Caron étant élu au déchet. Et donc c'était plus ou moins acté. Revenir en arrière nous pose des soucis parce que si on revient en arrière, qu'est-ce qui va se passer? Il y a des équipements dont tout le monde veut, puis il y a des équipements dont personne ne veut. On a un peu parlé des éoliennes. On peut parler aussi des aires de grand passage pour les... Voilà. J'allais y venir. Comment expliquer aux élus de la Jarne, qui n'étaient pas très favorables à l'aire de grand passage, ou de Périgny, que là on recule et là on recule pas. C'est délicat. Il faut que tout le monde accepte, pour autant qu'il y ait une gêne. Moi je pense que très honnêtement, une sorte de valorisation des déchets. Vous voyez cette route départementale qui passe à l'Aubresset, elle dessert extrêmement bien Nantes, Marcilly, toutes les communes nord de l'agglomération. Donc je pense qu'il est très bien positionné pour y accéder. En plus, c'est des procédures très longues, tout ça. Alors, revenir en arrière me préoccupe. Si vous voulez, ma position aujourd'hui, c'est de proposer aux habitants qui peuvent se plaindre, eh bien, de venir visiter l'ALE, de voir est-ce que les habitants, alors, qui eux, sont beaucoup plus près que la situation de l'Aubresset, où la distance entre la dernière des maisons et son valorisation est importante. En plus, il est prévu d'arborer, voilà. Donc, je pense que c'est, entre guillemets, une préoccupation théorique, mais je crois que le mieux, c'est un peu comme le méthaniseur. Hein. Oh là là, ça va être catastrophique, ça va exploser, ça va sentir mauvais. Bah, il faut aller voir un méthaniseur. Il ne se verra pas du tout, il sera au milieu d'une zone économique. Et par ailleurs, les vents portants, comme on le sait, sont plus souvent à l'ouest. Et puis par ailleurs, ça émet aucune odeur. Donc, pas de souci à ce niveau-là. Ouais. Pour finir là-dessus, quid du pôle métropolitain centre-atlantique? On n'entend plus parler. Il y a 2 ans, c'était une bonne idée. Et là... ça reste une bonne idée. Mais si vous voulez... Si, on se voit régulièrement. On a parlé des mobilités tout à l'heure. Mais il est clair que notre travail sur les mobilités, TER, on va le faire avec Niort et on le fait avec Rochefort et avec tout le territoire. On se parle souvent, on échange souvent, et il y a des choses pas très visibles, mais il est clair que, par exemple, on essaye de parler en termes de ferroviaire de la même voie au niveau de la préfecture de région et auprès de la préfecture de département. Par exemple, les dossiers qui sont traités au pôle métropolitain, on a aussi des dossiers que nous traitons au sein du SCOT. On est ici à Maran, nous travaillons au sein du SCOT avec la communauté de communes Aunis Atlantique et Aunis Sud. Donc là, on est ensemble tous les 15 jours. Ensuite, autre dossier, programme alimentaire de territoire. Là aussi, on travaille avec l'île de Ré, avec Aunis Atlantique et Aunis Sud. Donc les points de collaboration existent. C'est vrai que on échange. On a des tas de sujets sur lesquels on échange, enseignement supérieur, mobilité, mais c'est vrai qu'on n'a pas tellement médiatisé. Oui, il y a peut-être un petit défaut de communication là-dessus. Oui, mais c'est pas la vocation pour nous n'est pas non plus. C'est pour nous un outil de travail avant tout, et c'est vrai que on échange avec les collègues sur de nombreux sujets. La question des mobilités, quand on est à Ussau, la moitié de la population part vers Niort, qui est un endroit où le niveau de chômage est très bas. Beaucoup d'emplois. Niort, plus d'emplois que d'habitants. Hein, c'est pas le cas qu'à La Rochelle. J'espère que ça le sera plus tard. Et voilà, donc tous ces sujets, on les évoque ensemble et on va se revoir prochainement. La vocation de ce pôle, c'était aussi de peser un petit peu sur la région. Hein, oui, sur les régions. Sur les régions. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que vous arrivez à vous faire entendre? Très clairement, c'est le cas. Il devait y avoir un sommet des régions à La Rochelle. Et puis malheureusement, il a été légèrement différé, où on voulait que les présidents de région Pays de Loire et le président de région Pays de Loire et président de région Nouvelle-Aquitaine se rencontrent et qu'on évoque nos dossiers. On a toujours sur la table tous les dossiers mobilité. On se plaint ensemble du fait qu'il y ait l'offre de train de Paris à La Rochelle à baisser. Hein. On n'est pas content. On a investi dans la gare, on a financé la ligne LGV et l'offre n'est pas aujourd'hui suffisante. Si vous voulez prendre le train pour Paris, il faut réserver 15 jours ou 3 semaines en avance, tellement la demande est forte. Les billets Ouigo qu'ils ont mis en vente, tout est parti en quelques jours. Donc oui, il faut qu'on augmente l'offre. Et l'intérêt de La Rochelle, c'est l'intérêt de Niort, c'est l'intérêt de Rochefort. Et de Surgères aussi. Donc oui, on travaille, mais c'est vrai qu'on ne médiatise pas. La dernière réunion était en Vendée. Elle n'a peut-être pas assez suivi en Charente-Maritime. On va passer tout de suite aux questions du web.
Donc, 2 petites questions, Jean-François Fontaine. La première, c'est sur l'attitude des cyclistes et des, alors je sais pas comment on dit, des trottineurs, on va les appeler comme ça, dans les rues de La Rochelle, avec un non-respect flagrant et dangereux du code de la route. Hein. On fait un petit peu ce qu'on veut. Ça, c'est Martine qui le dit en tous les cas. Et puis Monique, là, par contre, qui nous dit maintenant que la gare de La Rochelle est flamboyante. Qu'en est-il du pont de Tadon ? C'est incompréhensible que ce pont soit totalement abandonné depuis des décennies. Une magnifique gare et un pont affreux juste à côté. C'est vraiment une vision et un rendu très curieux. Tout le monde se renvoie la chose. Mairie, SNCF, autre instance très certainement, jusqu'au jour où, vu l'état dans lequel il aura un gros souci. On imagine qu'il puisse tomber, quoique. C'est une vraie verrue dans ce quartier, bien dommage. Une tadonnaise de cœur. Alors, et elle a raison. Questions. Et elle a raison. Alors, première question qui est... alors, excusez-moi. Là, c'est l'attitude des cyclistes et des trottineurs dans on les est rues de La pleinement Rochelle. conscient de cela. Le non-respect flagrant et dangereux du code de la route. Il y a des zones dans lesquelles, ça y est, nos pistes cyclables sont prêtes. Et là, quand les gens font du vélo en dehors de la piste cyclable, que ce soit du vélo ou de la patinette, c'est inacceptable. Il va falloir qu'on passe d'abord à une grosse campagne de communication qu'on a prévue le printemps prochain, sur le respect des règles, les tables de la loi. Mais il y a des endroits sur lesquels on n'est pas si au clair que ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand les pistes cyclables sont bien faites, larges et tout, on peut exiger des gens qui font du vélo ou de la patinette de le faire à l'emplacement prévu, ce qui n'est pas toujours le cas. Il y en a qui sont sur la route, il y en a qui sont sur les... Et puis il y a les endroits, ce qu'on appelle les zones de rencontre, dans lesquelles il y a une convergence d'un certain nombre d'usagers. Et là, il faut rappeler les règles, les vélos doivent mettre pied à terre. Voilà. Donc à nous de rappeler les règles, probablement de verbaliser. La préfecture voulait verbaliser, j'aurais dit attendez un peu, on est quand même dans une période où il faut faire monter en puissance l'usage des vélos. Mais oui, c'est un peu la rançon du succès. 1 500 000 vélos sont passés là, cette année sur le vieux port de La Rochelle. Passage, voilà. Donc on a beaucoup monté en puissance des usages. Il y a le respect des limites de vitesse. Et beaucoup ont débridé les vélos électriques, voire les patinettes électriques aussi. Normalement, c'est 25 km/h. Donc je pense qu'on sera amené à verbaliser. Le respect piéton, on a beaucoup focalisé sur la sécurité des vélos par rapport aux voitures. On n'a peut-être pas assez focalisé sur le respect des vélos par rapport aux piétons. Donc, nous continuons d'aménager. Ensuite, de la formation et de la communication. Dernier élément, la verbalisation. Je pense qu'on sera amené à y venir pour que chacun respecte la vitesse et son emplacement. On ne doit pas faire peur à des personnes. Il y a des endroits... Vous voyez, on va prendre l'exemple de la rue Marius-Lacroix, qui est un dossier délicat. Il va falloir faire des choix. Et si on veut que le vélo ne roule pas sur les trottoirs ou sur les routes, il faut leur faire une piste cyclable. Et si on fait une piste cyclable, il faut mettre un sens unique. Voilà. Et puis aussi, sens unique. Vous voyez les débats auxquels on est confronté. Sur le deuxième point, le pont de Tadon, elle a raison. Le pont de Tadon, on ne sait pas aujourd'hui qui est le propriétaire. Voilà. Donc, le dernier jugement a dit c'est le département. Alors, le département dit qu'ils ne sont pas d'accord, mais comme on est dans un bon dialogue avec le département, j'ai une bonne nouvelle à annoncer. On va probablement délibérer dans quelques temps pour faire un partage département-ville de La Rochelle. Voilà. Donc le pont de Tadon peut faire un partage si tout va à son terme. C'est le cap que nous suivons actuellement. Ce qui veut dire des études, et le département est mieux équipé que nous, parce qu'il gère des ponts un peu partout sur le département, pour mener ces études. Donc je pense qu'on va pouvoir, en 2023, démarrer les études, signer un protocole pour dire, on ne sait pas à qui il est, mais on paye à moitié les travaux. Si c'est le département et nous. C'est pas la SNCF. La SNCF est propriétaire quand c'est le pont qui enjambe la route. Regardez à La Rochelle, en haut de Grasset, ils ont changé. Donc là, c'est clair, c'est la SNCF. Mais là, c'est l'inverse. C'est la voiture qui passe et le vélo. Donc on a un sujet patrimonial, comme le dit la dame, elle a raison, il faut engager les études et les travaux. Puis on a un sujet, piste cyclable, là aussi, est-ce qu'on a la place, est-ce qu'il faut faire un encorbellement ou pas? C'est pour ça que je dis à ceux qui souhaitent classer le pont, attention, si on fait ça, on ne pourra plus faire de piste cyclable en encorbellement, parce que si les classons ne touchent plus à rien. Voilà. En termes de sécurité, le pont, c'est bon. Il n'y a pas de souci, parce qu'on le voit bien rouillé, etc. Il est beaucoup moins utilisé qu'avant, puisque l'arrivée de Simone Veil fait qu'on n'arrive plus par Normandin sur La Rochelle. Avant, vous aviez la nationale. Vous arriviez par Sautel, qui était un grand flux, passez devant la gare, on prenait le pont. Aujourd'hui, les flux ont considérablement changé, mais il n'empêche qu'on ne peut pas le laisser dans cet état. Madame a raison. On arrive au terme de cette émission. Juste une question. Alors, elle est simple. Vous arrêtez en 2026 ou vous avez envie de continuer? Je ne sais pas. J'ai envie. Oui, bien sûr. D'accord. Mais d'un autre côté, mais enfin,
j'ai envie qu'un certain nombre de choses qu'on a lancées, la recherche sur le territoire carbone, mais beaucoup de sujets continuent. Maintenant, est-ce que ce sera moi, est-ce que ce sera d'autres, j'en sais rien. Mais oui, j'ai envie que l'action menée continue, bien sûr, bien sûr. On fait beaucoup de choses actuellement sur le territoire. On arrive donc au terme de cette émission. Comme on vous le disait au début d'émission, vous avez 2 minutes. Donc là, on va se taire. Un sujet, au choix, et on vous écoute pendant 2 minutes. Non, mais le sujet, il est très facile. C'est la transformation de nos sociétés. On voit bien qu'on a quitté un monde qui était le monde du pétrole, du gaz, de la voiture, et on rentre dans un monde nouveau et on ne sait pas de quoi il sera fait. Personne ne peut dire quelle sera l'énergie de demain. Est-ce qu'on va massifier l'énergie électrique avec du nucléaire? Est-ce que l'hydrogène va être un moyen de stockage? Comment les entreprises vont travailler? Comment on va se déplacer? On rentre dans un monde d'incertitudes. Et pour essayer de répondre à ces incertitudes, le plus simple pour nous, c'est de se donner un cap, de se donner... tout d'abord, c'est de rentrer dans une société de la connaissance. Il n'y a pas de solution complotiste. Il y a des solutions travaillées par des chercheurs, par des ingénieurs. C'est à ça que nous croyons et c'est ça qu'on essaye de mettre en œuvre. Ensuite, on rentre très clairement dans un monde de la sobriété. Que soit le domaine, que ce soit le domaine alimentaire, éviter toute forme de gaspillage, le domaine énergétique, c'est une évidence. Notre planète ne peut pas avoir un excès. Que ce soit le monde maritime, les pêches doivent être extrêmement... que ce soit le monde agricole. Ce monde de la sobriété, il est incontournable. J'ai dit que je croyais au monde scientifique de demain. Il y en a qui n'y croient pas. Moi, j'y crois. Je pense que, mais ça prend du temps. Les solutions hydrogène, les solutions électriques, elles ont été inventées il y a 10-15 ans. Il faut une dizaine d'années pour les mettre en œuvre. Donc, il n'y aura pas de révolution dans les années à venir. C'est plutôt l'adaptation d'un certain nombre de moyens. Et puis, je crois, enfin, à un monde de solidarité à inventer. On a eu des formes de solidarité qui ont existé. Je pense qu'il faut préparer le monde des solidarités. Vous voyez, j'ai terminé mon discours hier devant les entreprises en leur demandant d'aider fiers de nos quartiers. On est une société dans laquelle on a des organisations de solidarité qu'il faut continuer à développer, mais je pense qu'il faut aussi en inventer de nouvelles. Quand les entreprises vont bien, qu'elles puissent aider le monde associatif, le monde social, le monde culturel, le monde, voilà. Je crois beaucoup au lien direct, à la gestion de proximité, et puis, voilà, le trépied de notre travail, c'est l'innovation, c'est la sobriété, c'est la solidarité. Puis un dernier point, c'est le monde du partenariat. On ne peut pas développer un territoire en se battant les uns contre les autres. Bon, j'ai la chance d'avoir de bonnes relations avec Alain Rousset, avec la nouvelle présidente du département, que je connais de longue date. On a des agents de l'État ici qui travaillent très très bien. Voilà, sur le monde des coopérations qui est essentiel parce que l'argent public il est rare. Il faut essayer de l'utiliser le mieux possible. C'est donc en allant tous ensemble dans le même cap. Ce cap, vous l'avez largement évoqué, c'est zéro carbone, c'est celui qu'on veut tenir pour l'avenir. Merci beaucoup Jean-François Fontaine. Merci à vous. Merci de votre participation. Merci. Encore bonne année. Bon courage parce que l'année 2023 va être costaude. Merci Yannick. Merci. On se retrouve nous vendredi prochain. Alors, on vous indique pas l'invité parce qu'à chaque fois, on se trompe. Pas tout à fait de notre fait, mais bon. Donc, ça sera un invité. Ça sera peut-être très intéressant. Merci à vous. Donc, à vendredi prochain. Bon week-end et puis portez-vous bien.